Donc, notre prochaine conférencière, c'est quelqu'un qui est déjà venu nous parler de protection de la vie privée dans nos éditions précédentes du Sécure à maintes reprises. Aujourd'hui, c'est avec générosité qu'elle vient nous partager son expérience diversifiée et impressionnante avec sa conférence. Vous avez dit intelligence artificielle? Et si nous parlions plutôt d'intelligence humaine? Je vous présente Vanessa Deschaines, avocate. Merci. Donc, je suis à la fois, je vous dirais, heureuse et nerveuse d'être avec vous aujourd'hui. Heureuse pourquoi? Bien, comme Marie-Ève vient de le mentionner, j'ai été absente en fait à peu près 2 ans au Sécure, donc c'est un retour pour moi. Bien heureuse d'être de retour parmi vous. Heureuse aussi, je dirais, de représenter la gente féminine parmi les conférenciers, conférencières. Et nerveuse. Nerveuse, pourquoi? Eh bien, parce que c'est une sortie de zone de confort pour moi aujourd'hui, parce que je viens combiner 2 univers. Donc, je viens combiner mon univers, je dirais, un peu plus traditionnel, juridique, protection des renseignements personnels, vie privée, et mon autre univers de coaching. Donc, j'y reviendrai dans quelques instants là, sur mon parcours, notamment pour les gens qui me connaissent peu ou moins. Mais je veux d'abord mettre la table. Donc, dans le domaine de la cybersécurité, protection des données, vie privée, vous avez sûrement déjà entendu l'adage comme quoi l'humain est le maillon le plus faible. À main levée dans la salle, est-ce que c'est déjà quelque chose que vous avez entendu? OK. Donc, pour les gens en virtuel, plusieurs mains levées ici. Moi, ce que je préfère dire, c'est que l'humain, c'est potentiellement le maillon le plus complexe. Donc, on va parler un peu de ça aujourd'hui. On va parler de cette complexité humaine-là. Donc, vous allez le voir, ça va être un mix d'expériences personnelles vécues, de neurosciences, de psychologie comportementale. Pourquoi, en fait, je viens jumeler ces 2 univers-là? À la base, Marie-Ève l'a mentionné, je suis avocate de formation. Donc, à travers les années, je me suis spécialisée en protection des données, vie privée, cybersécurité. J'ai notamment été chef de la protection des renseignements personnels du mouvement Desjardins. Bon, là, je dis souvent la blague avant l'incident. Donc, parcours en conformité, j'ai commencé en fait dans le domaine au sein des équipes technologiques. Donc, à l'époque, chez Desjardins, c'était Groupe Technologique Desjardins. Et à travers ma carrière, j'ai eu la chance de travailler dans différents milieux, donc le milieu parapublic, le milieu de l'entreprise, la consultation, donc quand même des milieux diversifiés. J'ai également été responsable de la protection des renseignements personnels au sein d'un cabinet d'avocats où j'ai également été associée et responsable de cette pratique-là. Il y a 10 ans, longue histoire courte, j'ai vécu un épuisement professionnel. Donc, je dis souvent que quand on frappe un mur, on n'a pas le choix de s'arrêter. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé, je vous dirais, sans m'en rendre compte, ma deuxième carrière. Ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, j'ai dû m'arrêter. J'ai mis davantage mon bien-être de l'avant. J'ai commencé à faire du yoga, de la méditation. C'était un peu moins populaire, là, on remonte il y a 10 ans. Et je suis tombée dans la marmite. Pourquoi? 2 choses. Mon rationnel a vécu des choses qu'il ne comprenait pas trop. Et je suis très curieuse de nature, donc j'ai voulu creuser. Alors, je suis allée me former. Donc, je suis également professeure de yoga, professeure de méditation. Par la suite, je suis allée me former en coaching, en leadership, en neurosciences appliquées, en hypnose ericksonienne. Donc, vous voyez un peu où je m'en vais. Et ben, tranquillement, pas vite, comme je vous l'ai mentionné, j'ai commencé cette deuxième carrière-là. Donc, aujourd'hui, je passe davantage mon temps, en fait, dans le coaching, facilitation, formation. Toujours avocate, toujours des clients, mais je vous dirais, c'est un peu en second plan. Donc, j'avais envie aujourd'hui d'oser marier, comme je vous dis, ces 2 univers-là. Donc, je vais vous partager 4 grandes leçons que j'ai apprises à travers les années, peut-être des choses que vous vivez en ce moment. Et à ces leçons-là, je vais amener certains éléments justement en lien avec la psychologie comportementale, les neurosciences. Donc, la première grande leçon que j'ai apprise, vous la voyez à l'écran, c'est d'apprendre à parler le même langage. Évidemment, quand je parle de parler le même langage, je ne parle pas de parler tous les deux français ou tous les deux l'anglais. Et ça semble évident,
vous me direz de prime abord. Mais dans la réalité, c'est pas si simple que ça. Donc, apprendre à parler le même langage, vous avez peut-être déjà vu cette image-là que vous voyez à l'écran, une image que je trouve très parlante. Donc, on voit deux humains qui ont l'impression de chacun avoir raison. Hein. Un humain dit, ben moi, je vois un 9, je suis convaincu. L'autre humain dit, ben moi, je vois un 6, je suis convaincu aussi. Et on a les mêmes données. Mais on a un discours parfois un peu sourd parce qu'on essaie de se convaincre de quelque chose. Dans ma pratique, évidemment, je viens d'un profil juridique. Plusieurs de mes collègues, au début de ma carrière, étaient des collègues qui venaient du milieu de la sécurité de l'information, des développeurs, des gens en architecture d'entreprise. Donc déjà là, vous me voyez peut-être venir. On avait l'impression qu'on parlait le même langage, mais ce n'était pas nécessairement le cas. J'ai un de mes collègues, je m'en souviendrai toujours et je ne le nommerai pas. À chaque fois, je me disais, coudonc, il fait super exprès. C'était toujours dire le contraire de ce que je disais. Et on s'ostinait souvent sur la notion de renseignement personnel. Par la suite, je me suis dit, bon, ça devait être ce collègue-là. On devait potentiellement pas avoir d'atome crochu. Donc, évidemment, je travaille avec d'autres collègues. Puis je me rends compte encore que, notamment cette notion-là de renseignement personnel, Caroline, on ne s'entend pas. À un point où, je veux dire, je me dis, coudonc, les gens sont-ils incompétents? Des frustrations. Je suis tout le temps en train de répéter la même chose. Est-ce que les gens m'écoutent? Vous comprendrez, il y avait un peu d'ego à travers tout ça. On va en parler de cet ego-là. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que bien qu'on utilisait les mêmes mots, on n'avait pas nécessairement les mêmes définitions. On n'avait pas nécessairement les mêmes référentiels. Si on prend la définition de renseignement personnel, on remonte à l'époque avant la loi 25. C'est une notion peut-être un peu plus floue. Donc, pour les gens en sécurité de l'information, on me disait souvent, oui, un renseignement personnel, c'est un nom, prénom, numéro d'assurance sociale. Encore là, j'exagère un peu, c'est peut-être grossier, mais c'était essentiellement ça. Moi, dans mon background juridique, évidemment, mes référentiels, c'était la loi, oui, mais c'était ce qu'on appelle la jurisprudence. C'était les décisions des commissaires à la vie privée. C'était certaines décisions de juges. Et quand on vient de ce background-là, on sait que tout est dans le fin détail. Donc, souvent, l'information qui n'était pas dans la loi, on la trouvait à travers ces décisions-là. Et c'est ce qui faisait que, pour moi, la définition de renseignement personnel était beaucoup plus large. La journée où j'ai compris que je ne parlais pas le même langage de mes collègues, c'est la journée où je vous dirais qu'il y a plusieurs portes qui se sont ouvertes. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à être capable d'échanger. On a commencé à être capable de communiquer. Et ça m'a permis de mieux comprendre l'autre. Donc, une des premières leçons, un des premiers éléments que j'ai envie de vous partager, c'est cet élément-là, c'est de ne pas prendre pour acquis. Et comme je vous le dis, ça semble vraiment simple, mais on le fait beaucoup trop souvent de prendre pour acquis que les mots que l'on utilise sont compris de la même façon de part et d'autre. Donc, voilà pour cette première petite anecdote. C'est ce qui m'amène à vous parler d'un concept qui s'appelle l'échelle d'inférence. Encore une fois, par curiosité, à main levée, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu parler? OK, une main. OK, deux mains peut-être. Donc, l'échelle d'inférence, un concept, en fait, essentiellement, qui vient un peu nous expliquer comment, en tant qu'humain, éventuellement, on établit nos croyances, nos suppositions, nos présuppositions, nos façons de penser et ultimement nos conclusions. Donc, essentiellement, vous la voyez à l'écran, cette échelle-là. À chaque fois qu'on monte une échelle, il se passe des choses dans notre cerveau. À la base, il y a des données factuelles, hein, il y a des faits, ce qui se passe dans notre environnement. Donc, aujourd'hui, les gens virtuels, vous ne voyez pas nécessairement, mais on vous l'a mentionné, on est dans une église, donc il y a des lumières, il y a des gens qui sont assis, donc il y a des faits, tout le monde peut observer des faits. Par contre, on a chacune d'entre nous, notre propre échelle d'inférence. Ce que ça signifie, c'est que malgré le fait qu'il y a des données observables qui sont les mêmes pour tout le monde,
on ne va pas monter la même échelle. Et donc, étant donné qu'on ne va pas monter la même échelle, on ne va pas nécessairement avoir les mêmes conclusions. On ne va pas nécessairement supposer les mêmes choses. Donc, l'échelle d'inférence, si je la passe en revue, vous voyez, une fois qu'on passe la deuxième étape, donc le deuxième barreau, on dit je sélectionne certaines de ces données. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès la deuxième étape, déjà, je suis en train de créer ce que j'appelle parfois des biais cognitifs. Déjà, je suis en train d'interpréter. Donc, je prends un exemple. Encore aujourd'hui, on est dans une salle. Bien, la deuxième étape, ça pourrait être de dire qu'il y a des gens peut-être qui ne vont jamais remarquer qu'il y a des petites lumières un peu là, style de Noël au plafond, par exemple. Là, je viens de le mentionner, donc tout le monde va s'en rendre compte. Mais la deuxième étape, c'est ça. C'est que même si on est, par exemple, dans la même pièce, on ne va pas sélectionner les mêmes informations. Par la suite, on continue de monter de l'échelle. On dit je donne du sens selon mes expériences personnelles ou culturelles. Donc, encore une fois, selon nos expériences de vie, selon notre culture, on ne va pas associer le même poids à certaines informations. On ne va pas associer la même signification à certaines informations. Donc, quand on vient de secteurs académiques différents, sécurité de l'information, gestion des risques juridiques, bien déjà là, ça fait du sens parce qu'on dit OK, je comprends pourquoi on ne va pas nécessairement interpréter les choses de la même façon parce que notre expérience, notre vécu, notamment académique, est différent. Par la suite, on continue à monter l'échelle. On dit je fais des suppositions basées sur mes interprétations. Si on continue, on tire des conclusions. Par la suite, on adopte des croyances sur le monde. Et vous voyez une flèche qui dit une boucle de rétroaction. Donc, ce qui se passe éventuellement, c'est qu'une fois que j'adopte des croyances, mais par la suite, à chaque fois que je vais vivre une expérience, ça va teinter le type d'information que mon cerveau va sélectionner et on vient renforcer à chaque fois de plus en plus nos croyances. Et ultimement, bien, vous voyez, je prends des actions basées sur mes croyances. Donc, c'est intéressant l'échelle d'inférence pour différentes raisons. Un, si on veut tenter de ne pas rester dans nos croyances et d'avoir une ouverture d'esprit, c'est d'essayer de monter l'échelle pas trop rapidement. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que déjà, connaître l'échelle, ça peut nous aider un peu à voir nos propres réflexes. Parfois, en anglais, on parle de nos patterns. Et ça nous permet aussi d'essayer d'être un peu plus ouverts dans nos échanges. Ça nous permet aussi, des fois, lorsqu'on parle avec des gens, d'avoir un regard différent puis de se dire, OK, peut-être que la personne n'a fait pas exprès pour m'obstiner ou pour dire le contraire de moi, mais c'est juste parce que son échelle est différente. C'est la raison pour laquelle je vous propose de changer vos lunettes. Donc, lorsque vous avez des débats d'idées et lorsque vous sentez peut-être cette frustration-là en vous ou peut-être même un découragement, parce que des fois, on est découragé, on est tanné, on dirait, de répéter les mêmes choses, bien, c'est de vous dire, et si vous changez vos lunettes? Et si la personne en face de vous, c'est pas nécessairement parce qu'elle est contre vous, parce qu'elle est votre ennemi, parce qu'elle ne veut pas vous écouter, mais c'est simplement parce qu'elle a des lunettes différentes des vôtres. Donc, bien, comment on fait? Vous avez certains éléments à l'écran, donc être dans l'écoute active, essayer d'avoir du recul, prendre la perspective par rapport à une situation, remettre en question ses propres hypothèses. Hein, c'est peut-être nous qui faisons fausse route et bien, rechercher des points de vue différents. Donc, plus vous allez rechercher des points de vue différents, plus ça va vous éviter de tomber un peu dans ces pièges mentaux que nous avons. C'est ce qui m'amène aussi à vous parler des biais cognitifs. Donc, les biais cognitifs, apparemment, j'ai fait quelques recherches. Bon, là, les experts ne s'entendent pas nécessairement, mais il y en existerait à peu près 250. C'est énorme. Les biais cognitifs, c'est des automatismes de notre cerveau. Notre cerveau est un économiseur, ça se dit ça, je pense, économiseur d'énergie. Donc, il développe des mécanismes pour que ça lui prenne moins d'énergie parfois à réfléchir. Donc, les biais cognitifs, c'est notamment des erreurs parfois mentales qui vont être faites par notre cerveau. Je vous en ai mis 3 à l'écran que je trouve intéressants dans l'univers dans lequel vous baignez. Donc, il y a le biais de confirmation. Je ne sais pas à quel point vous pouvez lire dans la salle. On vous donne un exemple. On dit, lorsque je me renseigne sur un sujet, je favorise les informations qui appuient
mon hypothèse et j'ignore les informations qui la contredisent. Donc, on a ça en nous, un biais de confirmation. C'est ce qui fait des fois qu'on cherche toujours l'information qui va confirmer ce qu'on dit, alors qu'on devrait idéalement aussi peut-être chercher des informations contradictoires, encore une fois, pour garder cette ouverture-là d'esprit. C'est la raison, parfois, on dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent, qu'on aime parfois collaborer davantage avec les gens qui ont la même opinion de nous. C'est aussi parce qu'on est teinté un peu par ce biais de confirmation-là. Il y a aussi ce qu'on appelle un biais d'optimisme. Donc, le biais d'optimisme, vous le voyez, on dit ça ne m'arrivera pas à moi, ça arrive seulement aux autres. Je ne sais pas si vous vous rappelez, et là, j'avais mon téléphone parce que j'avais des notes, mais là, ça ne fonctionne pas, donc je vais y aller de mémoire. Si vous vous rappelez, je pense que c'était en 2017, il y a eu un incident chez Equifax. Ça a été très médiatisé, gros incident. Je pense qu'il y a eu à peu près 147 millions de personnes affectées par cette brèche-là. Et il y a un rapport qui a été émis par la commission, là, je me souviens plus le nom parce que j'ai pas mes notes justement, mais une des commissions américaines qui a travaillé qui a travaillé en fait, qui a étudié un peu ce qui s'était passé. Et ce qui est ressorti de ce rapport-là, c'est que dans l'affaire Equifax, un des éléments, parmi tant d'autres, vous me direz, mais un des éléments qui a contribué notamment à l'incident, c'est parce qu'on a vu en pleine action notamment un biais d'optimisme. Pourquoi? En fait, c'est parce que les éléments en lien avec la brèche, certaines vulnérabilités, avaient été mentionnés à certains dirigeants, mais on a notamment jugé que nos mesures de sécurité étaient assez bonnes, donc on n'a pas fait de modifications et on a jugé aussi le risque, je dirais, de façon un peu plus faible qu'il ne l'était parce qu'on était dans ce biais d'optimisme-là de dire « Ah non, ça ne nous arrivera pas, nous, on est correct ». Donc, intéressant de voir comment, dans un contexte comme ça, le biais d'optimisme peut avoir un effet. Un autre biais super intéressant que j'ai envie d'amener pour vous aider peut-être à influencer certains collègues, et je parle de certains éléments d'influence, mais je ne vais pas y aller en détail parce que je sais que demain, vous allez avoir un autre conférencier qui va davantage creuser cet élément-là, mais c'est le biais de négativité. Le biais de négativité, vous voyez, on dit, quand je dois évaluer une situation, les événements négatifs pèsent plus dans la balance que les événements positifs. J'avais envie de vous montrer un exemple de ce qu'on veut dire par le biais de négativité. Vous le savez, des fois, on doit convaincre nos dirigeants de mettre des mesures en place. On veut être conforme. On veut s'assurer qu'on a moins, par exemple, d'incidents. Et donc, on a tendance à mettre de l'avant les avantages que vont amener la mise en conformité, que va amener peut-être ces éléments-là. Ce que le biais de négativité vient nous dire et la compréhension du cerveau vient nous dire, c'est que le cerveau, ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il fonctionne. Le cerveau va mettre plus de poids sur ce qui est négatif. Pourquoi? Parce que ça fait mal. Donc, au lieu de dire en faisant X, Y, Z, vous allez avoir les avantages suivants, vous allez avoir les gains suivants, ça serait mieux plutôt de dire si vous ne faites pas ceci, voici ce que vous perdrez. Par exemple, vous perdrez votre certification ISO. Donc, davantage de mettre l'avant sur ce que peut-être l'entreprise, les collègues vont perdre plutôt que ce qu'ils vont gagner. Donc, ça s'appelle notamment ce qu'on appelle en anglais du framing. En fait, tout est une question de formulation. Donc, les faits sont les mêmes, les données sont les mêmes, mais c'est la façon dont on va dire les choses qui va différer. Et ça peut avoir un impact vraiment sur votre influence et éventuellement sur la façon dont les décisions seront prises. C'était ma leçon numéro 1. Leçon numéro 2, poser les bonnes questions et faire preuve de curiosité. Citation que je trouvais intéressante de Peter Drucker qui dit « Les erreurs les plus graves ne sont pas dues à de mauvaises réponses. Ce qui est vraiment dangereux, c'est de poser les mauvaises questions. »
J'ai travaillé dans un dossier à l'époque où on était venu cogner à ma porte. En fait, je rectifie, on était obligés de cogner à ma porte pour que mon équipe et moi émettions ce qu'on appelait un avis de conformité. Essentiellement, un avis de conformité, c'est quoi? C'est qu'il y a un projet dans lequel il y a des données qui vont être utilisées, il y a des mesures de sécurité. Et donc, l'équipe de conformité, on devait dire oui, c'est conforme, par exemple, à la réglementation. Donc, dans ce projet-là, il y avait l'utilisation du NAS, le numéro d'assurance sociale. Si vous connaissez un peu le NAS, on en a parlé un peu plus tôt ce matin, on parlait de protéger B. Hein, une information confidentielle, un renseignement personnel. En fait, normalement, d'un point de vue juridique, en plus d'être un renseignement personnel, le numéro d'assurance sociale est un renseignement qu'on ne peut utiliser qu'à des fins très précises. Donc, on n'est pas supposé l'utiliser pour d'autres fins que pour lesquelles le numéro d'assurance sociale a été créé. Ce qui est arrivé dans nos organisations au Québec, tant dans le public que le privé, c'est que longtemps, le numéro d'assurance sociale a été utilisé comme un numéro d'identification et s'est retrouvé dans tous les systèmes. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la notion de système legacy. Et là, ben, ça pose problème parce que les systèmes sont montés notamment avec ces données-là. Donc, le projet utilise le numéro d'assurance sociale, ça tombe sur mon bureau et l'avis de conformité dit ben, c'est pas conforme, ça ne fonctionne pas. Vous comprendrez que les gens n'étaient pas très contents. Et là, la tension a commencé à monter. Vu que je commençais quand même à apprendre, à être davantage dans la communication, je me suis dit, OK, si je reste sur ma position de non, c'est non conforme, et que le projet reste sur sa position, ben nous, on utilise juste le NAS, on n'avancera pas, on va perdre notre temps. C'est là où j'ai commencé à davantage m'intéresser aux besoins, au pourquoi du pourquoi et à poser les bonnes questions. Finalement, en posant les bonnes questions, on s'est rendu compte que ce n'était pas tant l'utilisation du NAS qui était importante. Ce qui était important, en fait, c'est qu'on voulait avoir un fonctionnement pour s'assurer qu'on pouvait, un, valider l'identité des personnes et deux, s'assurer qu'on n'avait pas de doublons dans notre système. Finalement, à force d'échanger, à force de poser les bonnes questions, ce qu'on a fait, c'est que le NAS, on ne l'a pas utilisé. On a utilisé une combinaison de données, donc je pense que c'était nom, prénom et les 3 premiers chiffres du code postal. Avec ces éléments-là, on venait diminuer la sensibilité des renseignements personnels, on venait répondre aux besoins du client de pouvoir identifier et d'éviter les doublons. Puis finalement, bien, tout le monde était content. Ce qui m'amène en fait à penser à un principe auquel on parle souvent en négociation, parce que je donne aussi des formations sur la négociation de par mon parcours juridique. Et c'est la notion de position versus intérêt. Si je prends l'exemple dont je viens de vous faire part, si j'étais restée sur ma position de non, on ne peut pas prendre le NAS, et que le projet était resté sur la position oui, on a besoin du NAS, bien, vous comprenez bien qu'on est dans une impasse. C'est là où entre cette théorie-là. Pour pouvoir vous l'illustrer, je vais vous parler d'une citrouille. Donc, imaginez qu'on est dans un marché où il y a un vendeur de citrouilles. Il est à peu près 16h50. Le marché ferme à 17h. 3 personnes rentrent dans le marché pour acheter une citrouille. Malheureusement, il reste juste une citrouille. C'est un peu fâchant. Chacune des personnes explique pourquoi il devrait repartir avec la citrouille. Donc, chacun reste sur sa position. C'est moi qui devrais avoir la citrouille, c'est vraiment important. L'autre dit non, 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 c'est moi qui devrais avoir la citrouille, c'est vraiment important. Comprenez que si chacun reste sur sa position et essaye de convaincre l'autre, encore là, on est dans une impasse. Ce qui est intéressant, c'est si on va chercher les intérêts derrière, c'est-à-dire comprendre le pourquoi du pourquoi. Comprendre pourquoi la personne 1 veut la citrouille, la personne 2 veut la citrouille et la personne 3 veut la citrouille. Mais là, on a un scénario qui est un peu plus intéressant. Fait que toujours dans mon exemple de citrouille, si on pose la question aux 3 personnes, on se rend compte que la première personne, elle veut la citrouille parce qu'elle veut la carapace externe de la citrouille pour faire un masque pour l'Halloween. Hein, vous avez tous déjà vu ces citrouilles-là où on enlève l'intérieur, on met une chandelle.
et on fait un masque. Donc, on veut essentiellement la carapace. La deuxième personne dit, ah, ben moi, je veux la citrouille. En fait, je veux la chair à l'intérieur de la citrouille parce que je veux faire un potage ou des muffins. OK, parfait. La troisième personne dit, ben moi, je veux la citrouille au complet parce que je veux les graines. Je veux me partir un potager de citrouille. Et là, vous vous doutez où je veux en venir. Lorsqu'on prend le temps de regarder les intérêts qui sous-tendent la position, on se rend compte que finalement, on est capable d'en arriver à un accord parce que juste avec une citrouille, on est capable de répondre aux besoins de tous. Donc, souvenez-vous, si vous êtes dans des dossiers où vous avez l'impression que vous et l'autre ou les autres parties, chacun, vous restez sur votre position, le réflexe à avoir, c'est d'essayer d'aller creuser pour aller comprendre le besoin et les intérêts derrière. Et donc, d'être curieux, et je vais revenir sur cette curiosité-là. C'est un des éléments qui m'a le plus servi dans ma carrière et qui continue à me servir, c'est vraiment ce volet-là de curiosité. C'est ce qui m'amène à ma leçon numéro 3. Apprendre à reconnaître son ego et le mettre de côté au besoin. L'ego, qu'est-ce que c'est? Il y a différentes définitions, mais on pourrait dire que c'est essentiellement notre représentation et notre perception de nous-mêmes dans le monde. Parfois, l'ego, il prend le dessus. Vous avez déjà entendu parler de peut-être dire ah, cette personne-là a un gros ego, cette personne-là a la tête enflée. Bref, donc souvent, ça fait référence à l'ego. L'ego, il n'est pas nécessairement mauvais. L'ego, pour ma part, m'a souvent servi tout au long de mon parcours parce que c'est ce qui a donné parfois l'énergie d'avancer lorsque j'étais à contre-courant. Parce que vous allez peut-être le vivre, ça, des fois, quand on est dans des projets, on a des positions, on veut amener des nouvelles idées et les gens ne sont pas toujours en accord avec nous. Puis des fois, on croit vraiment à notre projet, donc on y va de l'avant. Puis des fois, c'est un peu l'ego parce qu'on se dit, moi, je vais prouver à tout le monde là, que j'ai raison. Ou moi, je vais prouver à tout le monde que je suis capable. Ou moi, je vais prouver à tout le monde qu'ils ont tort. Des fois, ça aide. Moi, je vous dis, si mon ego n'avait pas été toujours là, il y a bien des projets potentiellement que je n'aurais pas mis de l'avant. Donc, l'ego, au bon moment, je considère qu'il y a son importance. Ce qui arrive, par contre, parfois, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un ego camouflé. Et c'est lui, en fait, le réel ennemi. L'ego camouflé, c'est quoi? Ça le dit un peu avec l'image du iceberg. C'est l'ego dont on n'a pas conscience. C'est l'ego qui fait en sorte que dans mes projets, dans la façon dont je m'adresse à l'autre, je suis davantage dans le je. Moi, je veux être mis de l'avant. Moi, je veux avoir raison. Moi, je veux convaincre les autres. Et moins on est conscient de cet ego-là, plus, en fait, il va nous mettre des bâtons dans les roues. Puis plus les gens vont dire, finalement, cette personne-là, ce n'est pas nécessairement agréable de collaborer avec cette personne-là. C'est une personne qui est fermée d'esprit. C'est une personne qui ne laisse pas de place aux autres. Et donc, c'est la raison pour laquelle un élément que je trouve fondamental dans nos secteurs, vous le savez peut-être, plusieurs parmi vous avaient à travailler avec différents intervenants. Je l'ai dit tout à l'heure, on a des gens qui viennent d'un parcours plus juridique, des gens qui vont venir des domaines plus techniques, des gens qui viennent du domaine de la gouvernance, de la gestion des risques. Et donc, ça fait beaucoup de monde avec beaucoup de lunettes. C'est facile de rester dans le jeu, dans la compétition, dans c'est mon expertise qui a raison, c'est mon expertise qui devrait être mise de l'avant au détriment peut-être d'une autre expertise. On s'entend, on est tous experts dans notre domaine. Souvent, on a mis beaucoup de temps, beaucoup d'heures. On s'est spécialisé, des fois sur-spécialisé. Mais la richesse des domaines de la sécurité de l'information, de la protection des données, à mon sens, à moi, de par mon expérience, c'est la combinaison de toutes nos expertises ensemble. C'est ce qui nous amène plus loin. C'est la raison pour laquelle une des leçons que j'ai apprises, ça a été de mettre le je, le moi, l'ego, la compétition de côté au profit du nous, au profit de comment on peut collaborer ensemble, comment on peut aller plus loin ensemble. Vous avez sûrement déjà entendu, je pense c'est seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin.
Exact, merci. Donc, c'est également ça. La quatrième leçon, je dirais que c'est un ensemble de tous ces éléments, c'est l'art d'influencer. Influencer, essentiellement, c'est quoi? C'est notamment communiquer. On communique constamment. Parfois, on n'en a pas conscience. Je ne sais pas si vous avez déjà pris conscience que ne rien dire, c'est communiquer. Par le fait de ne rien dire, par le fait de ne pas prendre position, bien inévitablement, je communique quelque chose. Je communique peut-être mon désaccord. Je communique peut-être le fait que je suis en réflexion, je suis en point d'interrogation. Donc, influencer, communiquer, ça fait partie aussi de votre quotidien et c'est quelque chose qui, je pense, est sur le volet de l'intelligence humaine en général. C'est quelque chose qu'on a moins tendance à développer. Encore une fois, on est très bon à développer nos expertises. C'est un domaine qui va vite. Les lois changent vite. Les technologies changent vite. On va toujours à dire, c'est quoi la prochaine certification? C'est quoi la prochaine technologie que je dois creuser, que je dois comprendre? Donc, on se développe beaucoup, beaucoup, beaucoup dans nos expertises techniques et on met un peu plus de côté, je dirais, notre expertise humaine. Comment apprendre à communiquer? Comment apprendre à influencer? Encore une fois, c'est un volet que je ne couvre pas en détail parce que je ne voulais pas empiéter sur la conférence d'Alexandre Roy qui sera assurément intéressante demain. Mais quelques éléments. Vous voyez ici, on dit toujours chercher à comprendre avant d'être compris. Ici, avant de s'assurer que les autres nous comprennent, on se mettait dans une posture de d'abord vouloir comprendre l'autre, d'abord vouloir avoir cette curiosité-là, d'abord vouloir avoir cette ouverture-là. Un autre élément, vous voyez, on dit ici, les histoires aident les gens à se souvenir des chiffres, mais les chiffres n'aident pas les gens à se souvenir des histoires. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on parle d'influence, quand on parle de communication, quand on parle d'intelligence humaine, même si on a des profils un peu plus analytiques, même si on a des profils un peu plus introvertis, l'humain, il se met notamment en action par les émotions. Il y a ce qu'on appelle, dans le domaine de l'influence, les 3 piliers de la persuasion qui nous vient d'Aristote, un philosophe grec qui date de plusieurs années, où on parle des 3 piliers, ethos, pathos, logos. Et un de ces piliers-là, pathos, c'est l'émotion. Donc, si vous voulez influencer, si vous voulez amener des projets de l'avant, si vous voulez, puis on dirait que le mot convaincre, je l'aime moins, mais je vais le dire quand même, si vous voulez convaincre des gens, oui, les données, oui, les chiffres, mais le volet aussi des histoires, des émotions, comment on peut amener ça dans une histoire, ça va vous aider. Un livre super intéressant à lire s'appelle Talk Like TED, qui a sûrement été traduit, donc Parler comme TED, qui nous vient notamment des TED Talks que vous connaissez sûrement. C'est un livre essentiellement qui est sur l'art du storytelling et à quel point le fait d'amener le tout via des histoires va venir davantage susciter l'intérêt et l'adhésion des gens autour de vous, donc tant de vos collègues dans vos équipes que hors équipe. Une citation que je trouve intéressante de Bernard Werber qui dit « Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous entendez, ce que vous comprenez, il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer, mais essayons quand même. » Donc, ultimement, qu'est-ce qu'on veut? Bien, on veut tenter de réduire l'écart entre nous et notre interlocuteur. Donc, si je résume un peu toutes les leçons de mon parcours, des embûches que j'ai eues dans les différents projets, la journée où j'ai compris ça, la journée où j'ai compris que c'était pas, en anglais on dit me against the world, que c'était pas moi contre le monde, moi partir
aller défendre la protection des renseignements personnels contre vents et marées, mais que c'était un travail d'équipe, que c'était de mieux communiquer, que c'était d'être davantage curieuse, que c'était de comprendre comment je pouvais réduire l'écart avec mon interlocuteur. C'est la journée où ma vie, en tant que spécialiste en protection des données, vie privée, cybersécurité, a été beaucoup plus simple. Donc, comment réduire l'écart? Vous avez vu certains éléments aujourd'hui. Il y a aussi des éléments en lien avec les styles de communication. Donc, on communique de façon différente. Il y a des gens qui sont plus analytiques, vont aller beaucoup dans le détail, dans les chiffres et tout ça. Il y a des gens qui sont très expressifs, qui vont aller dans les métaphores, dans les histoires. Il y a des gens qui sont plus dans l'émotionnel, donc ils vont être plus dans l'harmonie. Il y a des gens très directifs, c'est du point A au point B. Tout ça, plus vous allez vous intéresser à ces éléments-là, plus vous allez développer vos compétences à cet égard-là, mais plus votre rôle d'expert va être facilité dans votre quotidien. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour de ma présentation. Merci beaucoup, Vanessa. Sujet très intéressant. Merci de nous faire confiance avec un sujet un peu plus diversifié dans la cybersécurité. Évidemment, on n'a jamais trop d'intelligence humaine. J'espère qu'on va tous en avoir plus à la fin de la journée. Donc, je vais prendre les questions. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Et là, je sais que je sors les gens davantage de leur zone de confort, hein? Donc, on est moins dans des questions techniques, possiblement. Moi, j'ai une question Ouais. beaucoup plus humaine, du coup, dans ce cadre-là. Est-ce que vous diriez, parce qu'on a tous rencontré quelqu'un que même si, ben, peut-être qu'on ne fait pas assez d'efforts, mais même si on fait l'effort de l'écouter, d'essayer, de communiquer, etc., est complètement fermé. Est-ce qu'il y a des choses à faire quand même, ou est-ce qu'il faut se dire, on va aller de l'avant avec autre chose parce que ça ne marchera pas? Quand est-ce qu'il faut arrêter? Parce qu'à un moment donné, on donne beaucoup, beaucoup d'efforts, mais si la personne n'est pas réceptive, comment faire? Oui, c'est la complexité de l'humain. Hein? Différentes choses, c'est-à-dire que quelqu'un de fermé, ça peut arriver, mais avant, moi, d'arriver avec cette conclusion-là, je vais me dire qu'il y a potentiellement d'autres choses. À la base, l'humain a 5 grands besoins. Là, je ne parle pas de la fameuse pyramide là, de Maslow. L'humain a besoin d'être compris, a besoin d'être entendu, a besoin d'être informé, a besoin d'être rassuré, il a besoin d'être supporté. Donc, ce qui arrive, c'est que parfois, si la personne est fermée, ça peut être de se poser la question, la personne est fermée, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'elle ne se sent pas comprise? Est-ce que c'est parce qu'elle ne se sent pas entendue? Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas assez d'informations ou elle ne se sent pas rassurée? Donc, des fois, on est pris entre l'arbre et l'écorce. Donc, juste ça, des fois, ça peut nous aider. Et ultimement, ce que je mets beaucoup de l'avant, puis c'est pour ça que je parle de curiosité, c'est ce qu'on appelle la posture coach. La posture coach, c'est quoi? Je vous ai dit que j'étais coach, mais coach, c'est pas juste une profession, c'est une posture en soi et c'est l'art de poser les bonnes questions. Donc, lorsqu'on sent que quelqu'un est fermé, c'est d'aller creuser, de poser des questions. Ça peut être de dire, mais je sens que cet élément-là, par exemple, ça t'irrite ou que tu n'es pas en accord. Peux-tu m'expliquer pourquoi? Et là, on continue à avoir ce qu'on veut, c'est toujours garder le canal, idéalement, de la communication ouvert. Donc, poser des questions peut venir nous aider à mieux comprendre, en fait, pourquoi la personne a cette position-là. Je crois fondamentalement que les gens ne sont pas fermés par volonté, mais sont fermés parce qu'ils sont soit dans leur propre mécanisme, leur propre échelle d'inférence, leur propre peut-être peur. Et donc, lorsqu'on pose des questions, lorsqu'on s'intéresse à l'autre, ça nous amène vraiment plus loin qu'on pense. Oui, très intéressant. Je pense qu'on a tous en tête un moment où on était très peu réceptif et que c'était pas le bon moment pour de se faire poser des fois certaines questions. Le moment aussi est très important. Est-ce qu'on a d'autres questions? En ligne, je crois qu'on n'en a pas. Personne ne m'a dit que j'ai pas raison, fait que ça doit être ça. Parfait. D'autres questions? Parfait. Bon, ben, je vous offre de prendre une petite pause de 15 minutes. Le café vient d'arriver en arrière. Merci.